Aujourd'hui, on va traiter le sujet d'impact de l'écotourisme dans le parc national de Eshkel. Tout d'abord, on va commencer par un plan qui est constitué d'une introduction, une problématique, on va diagnostiquer le site, parler des stratégies de tourisme écologique appliquées dans le parc, les impacts de cet écotourisme sur le parc et enfin une conclusion. L'objectif de cette présentation est de présenter le parc national d'Eshkel et ses caractéristiques, définir le terme de l'écotourisme et étudier l'impact de ce phénomène sur le parc. On commence par l'introduction. Le parc national de Eshkel a été créé par le décret numéro 80-1608 de 18 décembre 1980. Il est considéré parmi les ressources naturelles les plus valorisantes en Tunisie, vu sa classification comme une destination nationale en premier lieu, de plus, sa considération comme une valeur reconnue au niveau mondial en second lieu. Ensuite, la problématique, qui est constituée de trois grandes parties. Quelles sont les caractéristiques physiques et naturelles du parc national de Eshkel? En quoi consistent les projets du tourisme écologique proposés dans la zone? Et quels sont les impacts qui sont mis en place par ces projets? Le diagnostic du site, qui est constitué de 5 parties. Premièrement, le site et situation, le régime juridique et foncier, le cadre physique, l'accessibilité et le cadre naturel. Petit 1, site et situation. On va commencer par le site. Le parc national d'Eshkel se situe au nord-est de la Tunisie, au sud-ouest de Bizerte et à 15 km de la ville de Manzil Bourguiba et de Mater, sur le territoire du gouvernorat de Bizerte. Ensuite, la situation. Le parc se compose d'une zone humide et d'une montagne couverte par des formations forestières. Il s'étend sur la plaine de Mater. Donc, c'est la carte de site et situation du parc. La première carte représente l'emplacement du gouvernorat de Bizerte par rapport au territoire national. La deuxième carte, c'est la carte de la délimitation du gouvernorat de Bizerte. Et la troisième carte nous renseigne sur la localisation exacte du parc. La répartition de la superficie du parc national d'Eshkel. La superficie du parc national se répartit en trois parties, dont on trouve la majeure partie est occupée par le lac, qui abrite 67% de la superficie totale du parc, ensuite les marécages qui sont présents par 22%, et enfin le Jbal qui occupe seulement 11% de toute la superficie. Petit 2, le régime juridique et foncier. Le parc est sous la direction de la chasse et des parcs nationaux DCPN et de l'Agence nationale de protection de l'environnement, la MPE. On constate que le parc a reconnu trois principales périodes d'évolution. En 1977, le parc a fait l'objet d'une réserve de biosphère de l'UNESCO. Ensuite, en 1979, le parc s'était présenté comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Et en 1980, le parc s'était classé comme une zone humide d'importance internationale dans le cadre de convention de Ramsar. Le cadre physique. On commence par le relief. Le Jbal Eshkel constitue un site paysager remarquable. C'est un pointement de roches calcaires de 511 mètres d'altitude, à partir duquel on jouit d'un vaste panorama sur le lac et les marais. Les zones humides occupent un vaste ensemble de plaines encore envoyées quaternaires, incluant vers le sud le bassin de Majelda puis la région du Tunis, et couvrant une grande partie de la façade nord-orientale de la Tunisie. La roche très poreuse du Jbal permet l'infiltration des eaux de pluie. L'eau descend à des grandes profondeurs où elle s'enrichit par les minéraux tels que les soufres et les sels. Ensuite, elle est réchauffée à plus de 40 degrés Celsius, puis elle remonte au pied de la montagne. Ces sources sont utilisées par les populations de la région pour les bains curatifs. Je vous présente la carte topographique du parc national de Eshkel. Donc cette carte nous montre que l'altitude maximale est égale à 511 mètres qui correspond au sommet du Jbal et l'altitude minimale est égale à -7 mètres qui correspond au fond du lac. Ensuite, le climat. Le parc national de Eshkel se trouve dans les étages bioclimatiques subhumides à hiver doux. L'ensemble du bassin de Eshkel présente un climat assez homogène de type méditerranéen, influencé par les vents dominants du nord-ouest, porteurs de pluie qui en fait l'une des zones du littoral nord de la Tunisie les plus arrosées. Donc c'est un schéma de pluviométrie du parc dont on distingue trois périodes. On va commencer par la période peu favorable qui est la période dominante. Elle continue du janvier à mars, du juillet à septembre.
et en décembre, dont les quantités de pluie varient entre 72,6 mm en janvier jusqu'à 91,8 mm à décembre. Ensuite, la période très favorable. Elle s'étend sur 3 mois, dont les quantités varient entre 47,4 mm en avril jusqu'à 11,5 mm en juin. Finalement, on trouve la période favorable qui est présentée seulement sur 2 mois qui sont octobre et novembre, dont les quantités sont entre 61,4 mm et 88,8 mm. Quatrièmement, l'accessibilité. Depuis la carte de l'accessibilité, on constate que l'accessibilité au parc national de Eshkel est très faible avec une seule route nationale reliant Tinja à Tunis. Cinquièmement, les caractéristiques naturelles du parc. La diversité et l'originalité des biotopes font que le parc national de l'Eshkel présente une richesse exceptionnelle en faune et en flore sauvage, dont on distingue environ 230 espèces animales et plus de 500 espèces végétales. En ce qui concerne le couvert végétal, la phytothérapie est devenue de nos jours une pratique courante dans le parc et est exercée par une masse importante de gens en quête de traitements adéquats sans effets indésirables. On commence par la faune. La richesse faunistique existante dans le parc se présente par 4 types, dont on trouve les arthropodes, les mammifères, les reptiles et les oiseaux. Les arthropodes sont représentés par le scorpion morue, les pierres jaunes, l'abeille domestique, la termite, la sauterelle des serres, la cétoine noire. Les mammifères, on trouve les lièvres, le sanglier berbère, le lérou, la gerbille, le chacal doré, le chat ganté, la genette, la zorie et la loutre. Dans les reptiles, on trouve la couleuvre vipérine, la couleuvre fer à cheval, la vipère de Mauritanie, la tortue grecque, les mides lépreuses, et enfin les oiseaux qui sont l'oie cendrée, la foulque marcoule, le filgule milan, la spatule blanche et les flamants roses. Ce sont quelques images qui représentent la faune existante dans le parc. Ensuite, la flore. Le lac abrite d'importants herbiers aquatiques représentés essentiellement par les potamous et dans une moindre mesure par les rupias, qui sont des plantes aquatiques hydrophytes. L'abondance des herbiers et de potamous conditionne également le bon état de la faune vagile et de la population de poissons. Les marécages et les berges du lac abritent la scripe, le tamari africain, le roseau et le jonc. Le Jbal est couvert d'un maquis forestier méditerranéen constitué d'oléastres, de caroubiers, de lentisques, de genévriers de Phénicie, de filières, de calicotum, de liciers, de bruyères multiflores et de capriers, qui poussent dans des endroits rocheux. Grand 3. Les stratégies de tourisme écologique appliquées dans le parc. On va tout d'abord commencer par définir le terme de l'écotourisme. Donc le tourisme écologique est le tourisme qui intègre des caractéristiques éducatives et d'interprétation du milieu naturel, tout en préservant et valorisant cet environnement. Ainsi, il s'agit d'un moyen de voyager tout en éduquant les voyageurs sur l'importance de la conservation, le respect de la diversité culturelle et ses liens à l'environnement. Pour la Société internationale de l'écotourisme en 1991, c'est un tourisme responsable en milieu naturel qui préserve l'environnement et participe au bien-être des populations locales. L'écotourisme a pour objectif de l'intérêt pour la nature, la responsabilité éthique, l'éducation environnementale, la gestion intégrée de l'activité écotouristique, l'impact environnemental faible et la présence de bénéfices pour les populations locales sur le long terme. Petit 2. Les interventions du tourisme écologique dans le parc national de Eshkel. Pour mieux valoriser de son attractivité vu sa richesse naturelle tout en préservant son écosystème, l'État a eu recours à plusieurs interventions. Tout d'abord, grâce au projet MIT, qui est méditerranéen d'expérience d'écotourisme, un inventaire du potentiel écotouristique de la région a été compilé et un plan d'écotourisme intégré et défini en collaboration avec la population locale qui a été mis en place. La création d'un écomusée qui renferme notamment une exposition qui fournit différentes informations sur les objectifs, l'histoire, la géographie, la faune et la flore des 3 compartiments du parc ainsi que sur le fonctionnement de ces écosystèmes. Un centre d'accueil constitué d'une bibliothèque, d'un laboratoire, d'une salle de séminaire, du bureau, etc.
et des aires de pique-nique destinées aux visiteurs et les bains au Hammam d'Ain Atrous. On vous présente quelques images de l'écomusée du parc. Grand 4, l'impact de l'écotourisme sur le parc. Donc ces impacts sont divisés en impacts positifs et impacts négatifs. Tout d'abord, on commence par les impacts positifs qui sont la sauvegarde de la biodiversité, le maintien du bassin hydrographique, la préservation de la faune et des habitats naturels, la contribution équitable au développement économique local, la protection et la valorisation du patrimoine culturel pour les générations actuelles et futures, et finalement, le parc représente une source d'information, de recherche et d'éducation. Deuxièmement, les impacts négatifs. Les visiteurs occasionnels génèrent des nuisances sonores faisant fuir les oiseaux, la pollution causée par les visiteurs tels que les papiers, les bouteilles plastiques, etc. qui menacent directement la biodiversité du parc, l'exploitation des animaux pour divertir les touristes et enfin le piétinement de la végétation. Enfin, la conclusion. Bien que le tourisme écologique joue un rôle majeur dans la préservation de la richesse naturelle dans le parc national de Ushkel, il s'est avéré que l'écotourisme ne répondait pas toujours aux véritables exigences d'un développement durable. De cette manière, l'écotourisme pouvait même entraîner des problèmes identiques à ceux du tourisme de masse. Finalement, la bibliographie. Donc, les informations ont été prises de plusieurs sources telles que la valeur économique des services écosystémiques du parc national de l'Ushkel, article de 2017, l'Agence nationale de la protection de l'environnement, la Direction générale de l'environnement et de la qualité de vie en 2006, l'article de sauvegarde du parc national de Ushkel en Tunisie, la présentation générale du dossier de 2010, et le parc national de Ushkel par Zahir Kamoun en 2021.